C'est parti. Hop, super, super. Bonjour. Salut à toutes. Bonjour. Salut, salut. Alors, je laisse les personnes se Bonjour. connecter tranquillement. Bonjour. Alors, il y a des personnes qu'on a déjà vues, il y a des nouvelles têtes. Eh ben, bienvenue à toutes. Super. Bonjour Jessica, bonjour Nadine, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour à toutes. Françoise. Bonsoir. En forme Ah, bonjour Éléonore. aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Ben Ouais? oui, Ok. Audrey. J'espère. Audrey, elle est au taquet pour ce soir parce que ce soir, c'est Audrey qui intervient. Alors, attention, hein. Elle vient s'inspirer, je suis sûre. En même temps, c'est normal, avec Virginie, on peut être que inspiré. Donc, Oh, pas du tout. eh ben, bienvenue à ce 6e jour du sommet de l'ambition féminine. Voilà, je suis très très contente de vous retrouver pour celles avec qui on s'est suivi là depuis le début, et puis de vous découvrir pour les nouvelles têtes. Donc surtout, voilà. Bienvenue. Le but de ce sommet, c'est vraiment de pouvoir connecter avec des femmes qui ont des rêves et qui osent y aller et d'être inspirées par des partages voilà, hyper inspirant, je vais me répéter, mais voilà, des partages de femmes incroyables et souvent qui sont pas forcément célèbres, parce que des fois on voit, on met en lumière des personnes qui ont déjà une certaine célébrité, alors qu'en fait autour de nous, on a déjà des femmes qui sont hyper inspirantes et voire même encore plus inspirantes que des fois des grandes têtes d'affiche. Donc le but c'est vraiment de mettre à l'honneur ces magnifiques femmes et que ensemble aussi on puisse toutes s'apporter les unes les autres. Donc surtout le but de ces lives c'est vraiment que ça soit hyper interactif. Donc n'hésitez pas à partager dans le chat, à poser vos questions. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvais partage. Surtout le but c'est vraiment de pouvoir partager en toute authenticité et puis connecter parce que des fois on n'a pas toujours autour de soi des femmes inspirantes. Donc c'est le lieu justement et c'est le moment. Donc voilà, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Du coup, je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jessica Long, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai commencé ma carrière dans le domaine équestre. Voilà, je monte à cheval depuis que je suis toute petite dans un petit poney club. Mes parents sont pas du tout dans le milieu. Et puis j'ai voulu en faire mon métier, donc ce qui faisait très peur à mes parents. Et finalement, j'en ai fait mon métier passion. Et puis à force d'accompagner des magnifiques personnes qui venaient au cheval, surtout pour s'accomplir personnellement, j'accompagne aussi l'humain. En fait, j'accompagne surtout l'humain à travers mes chevaux. Et puis comme je me suis passionnée pour l'entrepreneuriat, j'accompagne aussi les entrepreneurs passionnés à développer leur métier passion, vraiment en faire un business et à impacter le monde. Et souvent, je vois que les hommes et les petits garçons, on leur dit souvent, vas-y, tu peux le faire. Et les filles, on leur dit, il faut que tu sois sage et gentille. Et ça pose problème des fois. Et on s'autorise pas forcément en tant que femme à avoir de l'ambition et en tout cas en parler. Et quand je vais en réunion, en networking, et que je parle d'ambition féminine, j'ai souvent quelques femmes qui viennent me voir après pour me dire, oh là là, moi je suis ambitieuse, mais j'ose pas le dire. Et justement, donc j'ai voulu créer ce sommet pour ça, pour qu'on puisse dire haut et fort, oui, on est ambitieuse. Et puis on va voir ensemble avec Virginie ce que ça veut dire que l'ambition pour elle, parce que l'ambition en plus a plein de formes. Et voilà. Et puis j'ai écrit un livre qui va sortir demain, donc j'ai très 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 hâte de vous le montrer, qui s'appelle Tu as le droit d'être ambitieuse. Et pour ce livre, je voulais pas que ça soit un livre sur moi, je voulais que ça soit un livre pour la lectrice, avec des partages de femmes inspirantes. Et donc, à ce titre, j'ai interviewé Virginie, et donc, voilà, qui a fait un partage génial. Et on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Salut, bienvenue Virginie. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire Oui, qui tu es? ben déjà, bonjour à toutes. Merci à Jessica de me proposer cette tribune pour parler de moi, de mon histoire, de ma vie professionnelle, ma vie personnelle. C'est super sympa. Donc, voilà, un grand merci à toi pour cette ambition que tu as eue de nous réunir toutes et de faire quelque chose au travers de la femme et de son ambition. C'est très chouette. Donc, moi, oui, donc, je suis Virginie. J'ai 51 ans. J'ai 2 enfants de 15 et 12 ans et je suis entrepreneur depuis toujours en fait. J'ai toujours entrepris. J'ai entrepris alors avec mes parents dans leur société quand j'ai commencé ma carrière professionnelle.
très rapidement, j'ai monté mon propre restaurant. Et puis ensuite, j'ai créé une société de marchand de biens avec mon mari. Et tout récemment, je viens encore de mettre une nouvelle corde à mon arc. Je me suis spécialisée et formée dans l'accompagnement des mamans d'enfants neuroatypiques, ce qui correspond là pour le coup à mon parcours familial, mais en fait c'est totalement couplé aussi à mon parcours entrepreneurial finalement. Voilà, je viens de Strasbourg et j'ai tout le temps, vraiment tout le temps fait des choses pour moi, selon mon ambition. Alors, je ne me rendais pas tout à fait compte que j'étais ambitieuse quand j'étais plus jeune. Et après, c'est vrai que, comme tu le disais, Jessica, ça peut être mal vu de le dire. Aujourd'hui, j'accepte cette ambition et j'accepte qui je suis aussi au travers de cela. Très bien. Alors, pour ça, tu te demandes c'est quoi neuro, trois petits points, Ouais. justement. On va en parler, Alors, tu vois. neuroatypiques, ce sont les troubles du neurodéveloppement. Donc, ce sont des enfants ou des adultes d'ailleurs qui sont ou ont des troubles 10 ou ont des troubles du TDAH. Donc, le TDAH, c'est ce qui s'appelle vulgairement le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et également les troubles du spectre de l'autisme. Ça, ce sont tous les troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire que ce sont des troubles qui ne sont pas des troubles cognitifs, c'est simplement une différence de notre cerveau, donc des cerveaux neuroatypiques, qui fait qu'on n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses, d'appréhender les choses, d'apprendre les choses, de comprendre les choses. C'est ce qui crée des soucis, notamment pour les enfants et notamment à l'école. Après, dans la vie d'adulte, si on n'a pas trop été impacté par les troubles, par le fait qu'on ait eu envie de nous ranger dans le moule, si on a pu garder notre estime, garder notre confiance sans trop batailler, c'est un énorme avantage. Par contre, ça peut aussi être en notre défaveur si d'autres, enfin, si des éléments extérieurs sont venus impacter et notamment toucher l'estime et la confiance. Super. Et tu nous parlais du coup, qu'on va parler de ton parcours, mais justement, c'est quoi ce parcours? Qu'est-ce Alors, qui ce t'a amené parcours, à être atypicologue? J'adore le terme. ah oui, oui, je me suis nommée atypicologue, n'est-ce pas? J'ai inventé un nouveau mot. Il n'est pas dans le dictionnaire, donc Pas j'imagine que je encore. l'ai inventé. Peut-être que d'autres y Eh, avaient déjà pensé, peut-être qu'il existe déjà quelque part. Donc en fait, atypicologue, si on revient à la genèse, rien qu'à mon enfance, je me suis toujours sentie un peu à part. J'étais un peu différente. Je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Je m'intéressais à des choses auxquelles les autres ne s'intéressaient pas. Et mais j'avais un bon sens social. J'ai des parents restaurateurs, donc j'avais l'habitude de devoir communiquer avec les autres, de devoir m'adapter, de mettre un peu, être un peu caméléon en fait, un peu mise en scène. Donc je savais m'adapter, mais je me rendais compte que j'étais un peu différente, mais pas non plus complètement excentrique et exubérante, mais différente des autres. Et du coup, le parcours scolaire était difficile parce que j'avais du mal à apprendre, j'avais du mal dans mes apprentissages, mais je me rendais compte que je me voyais tout à fait à ma place et que je me sentais très bien dans ma vie. Et j'ai eu cette chance d'avoir un beau socle familial qui m'a toujours encouragée. Mais l'école, c'était pas simple. J'ai découvert très tard que j'étais dyslexique et encore plus tard les autres troubles, pour vous dire, c'est venu avec les enfants. Mais en tout cas, je me projetais toujours dans la vie professionnelle, dans quelque chose où j'étais indépendante. Je ne me voyais pas du tout travailler dans un bureau, avoir des horaires classiques. Je me voyais très travailleuse, ça, il n'y avait pas de problème, mais je ne me voyais pas du tout classiquement. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai d'abord fait de l'histoire de l'art, j'ai fait du droit, super pour la culture, mais je trouvais pas je trouvais pas d'ambition à réaliser par rapport à ces études en fait. Et finalement, je me suis retournée vers la restauration, qui est un monde où je me sentais très à l'aise. Et quand j'ai commencé à travailler dans la restauration, je suis arrivée finalement chez mes parents. J'avais commencé à travailler pour d'autres. Et quand je suis arrivée chez mes parents, j'ai tout révolutionné, les plannings, les horaires, les cartes, enfin, très rapidement, je me suis rendu compte que il fallait que j'organise, que j'impacte, que je fasse des choses nouvelles autour de moi.
Et ça a duré 2, 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de créer mon propre restaurant. Voilà. Là, ça a été une autre histoire. Mais donc, j'ai tenu ce restaurant après pendant 3 ans. C'est un restaurant qui n'a pas fonctionné comme je le voulais. Il fonctionnait très bien les week-ends, mais pas du tout la semaine. Et très rapidement, j'ai compris qu'il fallait pas que je m'obstine dans cette voie-là, même si j'étais très heureuse dans ce restaurant. Mais ça fonctionnait pas. Et quand on est entrepreneur, il faut quand même équilibrer l'argent et le plaisir de travailler. Donc voilà, donc ensuite, j'ai repris des études. J'ai fait des études en immobilier. Et puis, avec mon mari, on a décidé de reprendre l'entreprise familiale c'était une grosse entreprise familiale qui était en train de fermer. Et donc, nous, de créer notre propre entité sur cette entreprise familiale. Voilà. Et ça fait 18 ans maintenant, un peu plus de 18 ans qu'on est dans cette société. Et donc, ça, c'est du marchand de biens. Donc, parce qu'il y a aussi toujours, quand on est un peu neuroatypique, il y a aussi le goût du risque. Donc, être entrepreneur, c'est une chose. Et en plus, c'est le goût du risque. Soit de changer, soit de faire des choses qui sont un peu risquées, n'est-ce pas? Quand on est neuroatypique, on est en recherche de dopamine, n'est-ce pas? On a besoin d'être, parce qu'on en manque, donc on en cherche et des fois on en cherche un peu plus que les autres. Donc on est marchand de biens, c'est-à-dire qu'on achète des immeubles entiers et qu'on les découpe. Donc on prend le risque d'acheter nous-mêmes et ensuite de revendre en faisant notre plus-value et en amenant aussi de la valeur aux clients qui vont acheter en fait des appartements les uns après les autres à la découpe. On crée des copropriétés saines pour des primo ou des secondo-accédants. Donc ça, pour celle qui était là avec Dialine, qui est rentière, et justement, c'est ce qu'elle parlait, d'acheter un immeuble pour après faire des appartements dedans et les revendre au fur et à mesure. Exactement, ça c'est du marchand de biens. Voilà. Super. Et du coup, tu dis que tu as eu tes diagnostics finalement assez tard quand tu as eu Oui, tes enfants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que bien tu te sûr. sentais différente, mais à quel moment, quel a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, OK, il faudrait peut-être que j'aille me renseigner et découvrir en fait tout ça? En fait, nous, on vivait dans notre vie. Alors, j'ai de la chance, je suis mariée depuis 22 ans avec un mari atypique, évidemment. Vous imaginez bien que c'est un package global chez nous. Et en fait, nous, on vivait dans notre univers avec des amis, mais quand même très, très casanier, très en vase clos. Et puis, les enfants sont arrivés. Et là, le premier, je remarquais qu'il y avait des choses un peu différentes, mais on va dire qu'il était plutôt dans la bonne direction, qu'à l'école, ça faisait pas trop de vagues, parce que ce qui va faire la différence dans ma vie, ça va être l'arrivée du deuxième et les difficultés scolaires et de sociabilisation qui vont arriver avec ce joli cadeau, hein, parce que je pense que c'est un cadeau qui est venu nous rencontrer et qui est venu nous faire prendre conscience de tout ça. Et donc là, ça a été un gros bouleversement. Je pense que le prénom, donc il s'appelle Gabin, ce deuxième, je pense que son prénom a été on a le record de nombre de fois dont on a répété ce prénom Gabin, 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 tout le temps, à tout moment. On était en alerte constante de tout. Beaucoup d'opposition, beaucoup de crises, euh, savoir ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire quand on a 3, 4 ans. C'est vrai que pour les parents, c'est pas tout à fait facile, quoi. On a quand même on a quand même envie de se sentir respecté, de se sentir écouté, d'avoir un rôle de parent aussi à jouer. Et puis, on s'inquiète de ce qui peut arriver parce que forcément, quand les comportements sont débordants, il y a aussi plus de risques qu'il y arrive des choses, voilà, et on commence à s'inquiéter plus. Donc la grande section, ça a été assez... Bonjour, bonjour. La grande section, ça a été Valérie qui un est avec nous moment... hier soir en live, qui vient d'arriver pour regarder, qui nous regarde du Maroc. Bienvenue. Et en fait, donc, grande section, ça a été très compliqué. Le CP, on rentre dans les apprentissages. Et là, en fait, les apprentissages sont difficiles. On découvre qu'il a une dyslexie très sévère. Mais moi, au fond de moi, donc, vous savez, enfin,
je pense que les mamans, on a cette intuition, on sait exactement ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Mais quand on a des enfants neuroatypiques, moi, j'arrêtais pas de dire il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et tout le monde me disait sans cesse, non mais tu t'inquiètes, tu vas voir, ça va se lisser, ça va se lisser, c'est normal, ça va passer. Mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Et quand le CP est arrivé, donc grosse difficulté scolaire, ok, on va pas s'étendre là-dessus, c'est pas très très grave en soi, sauf qu'on me dit il faut que Gabin redouble. Et moi, je me disais, mais il y a un truc, parce que je sentais que même s'il redoublait, ça ne changerait rien à la situation. Et ça, c'était un peu étrange parce que aller dire à une maîtresse, oui, ben, je ne vois pas trop l'intérêt d'un redoublement, alors qu'effectivement, votre enfant, il lit pas, il écrit pas. Bon, c'est un peu. Vous imaginez bien qu'elle n'était pas tout à fait en harmonie avec ça. Je disais, mais il y a autre chose. Donc là, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé le Canada, la Suisse. Enfin, pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai fait que ça. J'ai trouvé Canada, Suisse, les pays du Nord. Je suis tombée sur cet acronyme, donc TDAH. Et là, j'ai commencé à remettre toutes les cases du puzzle les unes avec les autres et à comprendre que effectivement il y avait un trouble du neurodéveloppement qui s'appelait TDAH, qui est très très mal nommé hein, pour le coup, parce que ça, enfin, le TDAH ça veut rien dire par rapport à la réalité de ce qu'est ce trouble, mais en tout cas et qu'il fallait que je comprenne ce que c'était et que j'avance avec mon fils dans cette histoire. Donc neuropsychologue, début des diagnostics. Au moment du compte-rendu du diagnostic, bon, on n'était pas du tout étonnés, hein, c'était bien été confirmé. Il y avait mon mari, il y avait mon autre fils et il y avait moi. Et en fait, les deux, donc mon mari et mon autre fils, ont demandé à un neuropsychologue de les diagnostiquer parce qu'en fait, ils se sont reconnus dans l'ensemble du diagnostic complètement différent parce que vous avez autant de TDAH que de personnalité. Donc, vous avez des traits communs, mais la personnalité va être totalement différente. Et du coup, on a découvert, donc il y a 6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans, qu'on était tous TDAH. Alors moi, je ne me suis pas fait diagnostiquer, mais avec la neuropsychologue, on a convenu que ce n'était pas nécessaire, mais que forcément, je devais l'être aussi. Mais voilà, donc c'est comme ça que tout a débuté. Pour moi, pour l'aventure par rapport au neurodéveloppement, aux neurosciences, et ensuite à mon envie, à mon ambition d'aider mes enfants, de faire connaître ces pathologies et surtout de faire matcher en fait de ces deux mondes parce que c'est vraiment très important de pouvoir se rendre compte que euh, c'est juste des différences qui font qu'on peut avancer tous ensemble. En fait, ces différences permettent vraiment une autre façon de voir les choses, mais aussi de pouvoir s'entendre. C'est ça. Et c'est pas facile. On en parle de plus en plus ces dernières années. Moi qui suis maman de jeunes enfants, c'est vrai que qu'on en parle de plus en plus, mais effectivement, ça, c'est jamais évident de savoir qu'est-ce qui vient de l'enfant, qu'est-ce qui vient de l'éducation, qu'est-ce qui vient du cadre, qu'est-ce qui vient de l'école aussi, parce que quand on a la chance d'avoir une super école avec des instituteurs très proches qui ont vraiment envie de comprendre l'enfant, ça va. Et puis quand il y a des écoles où bah malheureusement ils n'ont pas forcément le temps ou bah des fois en fait effectivement les enfants comme ça sont un peu stigmatisés et mis de côté et du coup c'est jamais évident aussi à vivre et encore moins en tant que parent hein, puisque En tant que parent, c'est extrêmement dur. Et en tant que maman, encore plus parce que pardon, souvent la maman, en fait, enfin, toute la faute, en France, on est sur la psychanalyse c'est clair. classique, donc toute la faute est remise sur la maman, sur l'éducation, donc trop protectrice, trop proche, ou ne donne pas assez d'autonomie. Il y a, voilà, c'est assez complexe et ça fait d'ailleurs beaucoup, beaucoup de mal aux mamans qui, pardon, qui se donnent tellement de mal pour comprendre ce qui se passe pour leurs enfants et qui sont d'ailleurs, c'est ce que je leur dis toujours, vous êtes les meilleurs thérapeutes de vos enfants. C'est-à-dire que vous vivez au quotidien, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qu'ils vivent. Et souvent, les enfants neuroatypiques, quand ils sont en confiance, ils ont tendance à énormément vous parler. Donc, si vous êtes la personne de confiance, vous allez entendre beaucoup de choses qui ne vont pas forcément vous plaire, qui vont vous inquiéter, mais ils vont vraiment vous amener énormément de matière.
Vous, si vous les intégrez, que vous les restituez à des professionnels ou à des professionnels de la santé ou à des professionnels scolaires, et qu'ils vous disent que tout est de votre faute et que vous racontez n'importe quoi, c'est extrêmement douloureux. Mm. C'est vraiment, c'est le moment après les diagnostics, parce qu'il y a une lune de miel dans les diagnostics, on est hyper contente parce que ça y est, on sait, on avait raison, c'est génial. Et puis après, c'est la douche froide, c'est oui, ok, d'accord, Qu'est-ce maintenant que je tu fais sais, avec ça? mais tu vas t'en prendre plein la tête parce que en fait, les autres, eux, ne savent pas ou ne croient pas ou n'ont pas envie de faire l'effort d'eux. Voilà, il y a plusieurs. Et ça, c'est le plus difficile. Et là, à ce moment-là, dans mon ambition à moi, euh, professionnelle, j'ai levé le pied. J'ai levé le pied parce que je me suis dit, OK, là maintenant, il y a un truc qui est sûr, c'est que tes enfants ont besoin de toi, mais toi, tu as aussi besoin de tout mettre en place, de tout remettre en place pour pouvoir avancer. Parce qu'à un moment donné, je faisais tout en même temps et j'ai frisé un joli burn-out et un burn-out parental et professionnel, les deux en même temps. C'était voilà. Ok. Du coup, je peux dire que à un moment, j'ai fait un choix en tant que femme, mais ce choix, finalement, il a été aussi pour mieux rebondir parce qu'aujourd'hui, je suis une meilleure professionnelle et en plus, je me suis découvert une passion et j'ai encore plus envie d'être multipotentielle et multitâche que je ne l'étais avant et avec un meilleur socle. Et alors, tiens, une question qui me vient là tout de suite maintenant. Tu parles de multipotentiel. Euh, Oui. Comment faire quand une personne te dit il faut être hyper focus et tu ne peux faire qu'une chose à la fois quand tu es multipotentiel? Parce que ça, moi, c'est un de mes problèmes. Alors, Je ce leur n'est dis, pas mais je ne possible. peux Mais pas. ça, ce sont des paroles de neurotypiques. C'est ça. Alors, Je je peux les pas. entends, je les comprends, mais alors, il y a un autre cerveau qui est le cerveau neuroatypique, et ce cerveau-là, il a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Même d'ailleurs, pour se concentrer, il peut bouger, ne pas t'écouter, ne pas te regarder. C'est très compliqué. C'est vrai que on va vous dire, enfin, moi, des fois, même avec mon mari, ça m'agace profondément. C'est-à-dire qu'on a une conversation, et puis il est là, et puis il est là, et puis il est là-bas, et puis il est là-bas. Donc, et pourtant, je le connais, pourtant, je le sais. Donc, ce En n'est même pas temps, tous les maris facile. nous énervent à un moment. Oui, les maris, bon, voilà, ils sont là pour ça aussi. Ça fait partie du job du mari. Et Valérie qui dit c'est fatigant et dur, ouais. Oui, c'est fatigant et c'est dur. En fait, et surtout, si tu ne sais pas et si tu ne fais pas le travail nécessaire pour accepter en fait que cette différence neurologique, elle est là et tu ne peux rien y faire en fait. Tu peux pas changer les choses. Tu peux pas changer les choses. Donc, tu es obligé d'accepter. Bien entendu, il y a des stratégies, on met des choses en place, mais c'est vraiment voilà. Et puis, donc, pour revenir à ta question, c'est pas possible. Il faut toujours avoir deux, trois choses sur le feu, parce que sinon, en fait, on n'arrive plus à se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire. Donc, c'est vrai que ça peut, je sais que ça peut paraître complètement absurde pour certaines personnes. Alors, bien entendu, quand c'est n'importe quoi et qu'il y a 10 choses sur le feu en même temps, c'est pas OK. Il faut mettre des stratégies en place. C'est pas plus de trois ou quatre choses en même temps. Mais il faut que vraiment ce soit, il faut comprendre que c'est naturel pour nous de faire cela. C'est-à-dire que moi, je suis dans le bureau, je vais rédiger du contenu pour Atypicologue, je vais répondre à une question au sujet des locataires et je vais 10 minutes après faire une réunion sur le marchand de biens. Voilà, c'est sans que ça me pose de problème et je vais revenir à Atypicologue. Voilà. Alors, il y a effectivement de la déperdition d'énergie. Ça, c'est sûr que c'est fatigant. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Mais c'est inhérent à nous-mêmes. On ne peut pas vraiment faire autrement. Et quand on ne bouge pas, quand on nous demande de passer des heures et des heures sur un seul sujet, sur un seul thème, ça peut être très, très, très douloureux pour nous. C'est pour ça que l'école est un vrai problème pour les enfants neuroatypiques, surtout quand ils ont une hyperactivité physique et mentale, parce qu'on a toujours tendance à croire que les enfants ils sont hyperactifs physiquement et qu'ils bougent énormément. L'hyperactivité, elle se passe aussi très très souvent dans l'esprit, ce qui fait que quand vous êtes sur un cours passif et qu'on vous demande d'écouter sans rien faire, eh bien, votre attention, vous allez avoir, ah bah tiens, il faut que j'aille à la boulangerie, ah bah tiens, j'ai discuté avec un tel ce matin, ah bah il y a mon jeu qui dit ça, ah puis j'ai oublié de faire ce devoir-là, et en fait, les neurotransmetteurs
comme ils sont très agités et qu'ils manquent ou de dopamine ou de sérotonine, il se peut que en fait votre circuit de neurotransmission, et ben, dès qu'il y a une distraction qui va arriver dans votre tête ou ailleurs, une mouche qui vole, eh ben, ça va vous enlever de votre focus. Alors que quand vous bougez, en fait, quand vous êtes animé de ce que vous faites, vous apprenez beaucoup mieux. Donc voilà, souvent vous voyez des images avec des enfants qui apprennent la tête en bas ou qui tournent sur des chaises ou qui sont sur leur table. C'est voilà, c'est plus compliqué de rester en place. C'est pour ça qu'aussi, quand on est neuroatypique, on a souvent des métiers où on bouge. On a besoin de temps de repos et de temps intellectuel et on a besoin de moments où on bouge. Donc l'immobilier, la restauration, tout ça, c'est des métiers qui sont très, très sympas parce qu'à la fois, bah, vous devez savoir faire plein de choses, vous devez comprendre et savoir faire plein de choses. Donc intellectuellement, ça vous stimule et en même temps, vous pouvez aller faire des visites, rencontrer des gens, aller faire nouer des partenariats, aller voir des professionnels de l'immobilier, des professionnels du droit, aller voir des clients. Il y a tout un tas de choses qui permet en fait de stimuler, de stimuler notre esprit qui a besoin de bouger. Il y a personne qui partageait dans le chat, beaucoup d'entrepreneurs sont neuroatypiques. Oui, après, comme disait Virginie, en plus, faut aussi avoir un goût du risque. Et l'entrepreneuriat, c'est génial pour ça, parce qu'on n'est jamais en sécurité, en fait. Tu manques un peu de sécurité dans l'entrepreneuriat et puis aussi il y a de la stimulation puisqu'il faut y arriver, il y a un but, ça met du sens dans ta vie parce que souvent, alors je dis pas, mais souvent quand on travaille pour quelqu'un ou même à l'école, je reviens à l'école, les enfants ne mettent pas de sens. Donc, si on n'a pas des profs qui vous stimulent, qui vous disent ah mais ça va te servir à ça, tout, ben, pourquoi je devrais apprendre ça? Ça n'a aucun sens pour moi. Bien sûr. Pourquoi je devrais faire ça de cette manière? Ça n'a pas de sens pour moi. C'est voilà. La quête de sens, c'est vraiment un des gros leitmotivs des neuroatypiques, hein. Ça peut être très très pénible, hein. Voilà. Je le vis bien. Je suis très en harmonie avec ça parce qu'aujourd'hui, on est ancré, on est équilibré, on sait qui on est et ça a une valeur inestimable. Donc voilà, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi les hauts et les bas, les vagues de haut et de bas, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être à fond et vous allez bosser, 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 puis d'un coup, vous allez être KO et pendant 2, 3 jours, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Voilà. On subit malgré tout certaines choses par rapport au neuroatypisme. Et en plus, en tant que femme, on a aussi nos cycles, donc ils peuvent aussi Alors, nous oui, aider de façon incroyable. Mais si ça se cumule avec le cycle hormonal qui descend, c'est plus compliqué. c'est ça. Comme c'est aussi lié aux hormones, ben, et puis le TDAH notamment, c'est une dérégulation émotionnelle. Enfin, il y a dans ce trouble, donc il y a la dérégulation émotionnelle qui est très forte. Donc c'est pour ça aussi que ben on fait des choses et donc quand on s'engage dans quelque chose, on est à fond les ballons parce qu'on les ressent tellement fort. Et puis quand ça fonctionne pas, on peut aussi être très 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 mal parce qu'on a une tendance à d'un coup voir des choses de façon très très noire, quoi. Donc la dérégulation émotionnelle plus la dérégulation hormonale pour les femmes neuroatypiques. Et aussi, il faut bien savoir une chose, les femmes neuroatypiques sont sous-diagnostiquées. Oui. Parce qu'une femme, c'est par essence calme, douce, gentille, ça fait les choses bien, ça fait pas de vagues, n'est-ce pas? Ça n'a pas le droit d'être surexcité. Voilà, alors après, on va dire, on peut être hystérique, on va avoir nos humeurs. La plupart du temps, elles sont considérées comme bipolaires. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est aussi un sous-diagnostic. Donc les femmes font énormément de masking pour ne pas montrer ce qu'elles ressentent, pour cacher leurs ambitions, pour cacher leur façon d'être, pour pouvoir correspondre à ce qu'on attend d'elles. C'est de façon innée, même quand on a eu des très chouettes parents qui ne sont pas forcément comme ça se fait de façon innée. Les garçons sont plus diagnostiqués que les filles parce que chez les garçons, ça se voit directement sur leur comportement. On ne va pas voir chez les filles. On va dire, elle est rêveuse, elle est pas très douée, elle ne va pas faire grand-chose de sa vie. Enfin, moi, j'ai entendu ça dans ma jeunesse, donc voilà, je parle en connaissance de cause. Comme quand j'avais 5 ans, la maîtresse a dit à ma maman, votre fille, elle est formidable, mais elle ne saura jamais rien faire d'autre que danser. Bon, ben voilà. Super. Donc je danse aussi encore, hein, ça m'arrive.
Avec Florence qui dit quand on n'est pas douce, c'est qu'on a nos règles. Ouais. Et bon, alors là, par Je contre, crois qu'on pourrait faire c'est tout un les laïus sur double tous les. face, hein. Il y a le masque qui s'enlève et là, C'est ça. Et, euh, et en plus, les tests ont été faits pour diagnostiquer, excusez-moi, les garçons, en fait, aussi. Donc, de toute façon, les tests sont faits pour les neuroatypies masculines, alors que ça se traduit pas forcément pareil chez les femmes. exactement. C'est vraiment, et c'est d'autant plus difficile du coup de les diagnostiquer, quoi. Mm. Et puis voilà, et comme elles font moins de vagues, parce qu'il faut bien comprendre aussi que quand l'école va, parce qu'un trouble du neurodéveloppement ne signifie pas que vous avez des problèmes scolaires, en fait. C'est plutôt la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie, ces choses-là qui vont mettre des bâtons dans les roues de la scolarité. Parce que sinon, c'est pas un trouble cognitif. Les QI sont largement, souvent au-dessus de la moyenne, parce que alors, on va pas parler de tout ce qui est les HPI, etc. Mais en général, les QI sont assez élevés, pas forcément HPI, mais assez élevés. Alors, HPI, c'est Mais haut potentiel intellectuel pour ceux au qui. potentiel intellectuel, oui, Ouais. excusez-moi. C'est vrai qu'avec mon jargon, il faut des fois m'arrêter, tu as raison. Et en fait, quand ça va bien à l'école, même pour certains garçons, on a du mal à diagnostiquer, on a du mal à accepter, à faire accepter le diagnostic, parce que en fait, on associe tout, et ça c'est une vraie difficulté en France, on associe tout à l'école et aux résultats scolaires, alors que ça n'a strictement rien à voir. Ce qui fait qu'en fait, on peut commencer aussi à masquer qui l'on est pour pouvoir en fait correspondre à ce qu'on attend de nous. Donc ça, c'est chouette, on rentre dans la case, sauf qu'à l'intérieur, ça bouillonne et qu'on ne peut pas exprimer exactement comment on est, qui on est, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire. Alors vous avez des enfants, on va leur dire, oui, toi, tu es bon à l'école, mais tu poses trop de questions, tu es trop bavard, tu es trop distrait. Et donc, en fait, en gros, pardon. Moi, on me disait, j'étais très bonne à l'école et on me disait, tu vas trop vite. Tu vas Voilà, beaucoup tu trop vas vite. trop vite, laisse la place aux autres. C'est pas que les difficultés scolaires, en fait, des mauvais élèves, je vais mettre entre guillemets, c'est vraiment une difficulté de s'insérer dans le moule, dans le moule normé, quoi. Et donc, dans le monde de l'entreprise, quand on n'est pas diagnostiqué, il y a beaucoup de personnes qui commencent à travailler dans des boîtes, qui commencent à avoir des métiers salariés ou autres dans lesquels ils sont très bons, mais dans lesquels ils ne sont pas heureux. Parce qu'en fait, ils ne s'épanouissent pas parce qu'ils continuent à faire ce qu'on attend d'eux. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien de bosser dans le salariat et d'être, attention, rien de ça dans mon esprit. Je parle vraiment juste par rapport à ce que je connais par rapport à la neuroatypie. Et il y a des gens qui vont s'enfermer à continuer des années et des années et des années à faire cela et à ne jamais être heureux. Donc, du coup, à voir pas la vie qu'ils veulent, à se sentir mal, à faire des burn-out à répétition, à tomber malade. Voilà, il y a vraiment des gens et d'un seul coup, en fait, on se demande mais pourquoi tu as toujours été bonne à l'école, tu n'as jamais eu de problème. Et en fait, là, d'un coup, la personne, elle explose. J'ai rencontré récemment une institutrice, quoi, TDAH, qui a fait un burn-out. Et elle a découvert son TDAH et elle me dit c'est vraiment génial de pouvoir en fait savoir qui je suis. Et elle a toujours envie d'être institutrice. C'est même pas finalement le problème de ce qu'on fait, c'est surtout le problème de qui on est dans ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment important. C'est bon. C'est bon. Et ça me fait juste penser quand tu parlais rentrer dans le moule, une expression que j'adore, c'est si tu rentres dans le moule, tu vas devenir une tarte. Ouais. Et ça, je trouve ça. Excellente C'est celle-là. un truc qui me fait beaucoup rire Voilà. quand on me demande de rentrer, enfin, on me le demande plus, mais quand on me demandait de rentrer dans le moule, le jour où j'ai appris Cette cette expression. expression, ça m'a fait voilà, beaucoup rire. Bah oui, c'est sûr. Et du coup, on est au sommet de l'ambition féminine. Ça veut dire quoi l'ambition pour toi? L'ambition pour moi, c'est vraiment enfin, ça a toujours été de réaliser qui j'étais. Donc, au travers de plein d'aventures, de plein d'expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est de réaliser qui j'étais. Et pendant longtemps, je me disais pas ambitieuse en fait. Je n'avais pas le sentiment d'être ambitieuse. Et puis, je me rendais compte qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je me relevais, je continuais, je continuais. Pour moi, c'est ça l'ambition en fait, c'est
continuer malgré les échecs, malgré les difficultés, malgré tout ça. Ça, je trouve que ça, pour moi, c'est l'essence de l'ambition. C'est pas de gagner des millions et tout, etc. S'ils viennent les millions, on sera très content, on les accueillera sans problème. On saura quoi en faire. C'est bon. Mais c'est pas ça, en fait, l'ambition. L'ambition, elle se situe pas là. L'ambition, elle se situe dans ton cœur, dans comment tu continues à avancer, à vivre les choses au travers des difficultés et des joies que tu peux vivre. Pour moi, ça, c'est vraiment l'essence de l'ambition. Magnifique. Et comment faire pour réaliser son ambition, pour passer à l'action quand on est une femme neuroatypique? Bah, la première chose, c'est croire en soi. C'est croire en soi et se dire que si on a cette intuition, si on a envie de le faire, il faut bien entendu peser le pour et le contre et voir comment c'est possible. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais c'est croire en soi et avoir cet objectif. Enfin, on parle de l'ambition, mais on peut parler de l'objectif. Qu'est-ce que j'ai comme objectif dans ma vie en fait? Moi, mon ambition, c'était d'avoir une boîte à moi, d'avoir une relation chouette avec un homme et de pouvoir avoir une famille. Voilà, ça, c'était alors, ça fait très un peu peut-être classique qu'on le fait. Souvent, c'est comme ça. Et en fait, il y a plein de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues dans ce que vous voulez faire, en fait, toute votre vie. Surtout quand vous êtes atypique, parce que vous ne prenez pas le même chemin que les autres. Donc en fait, c'est oser prendre le chemin qu'on a envie de prendre, et même si on se trompe, et même si les autres avaient raison, on s'en fout en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Parce que quand tout le monde me disait de continuer mon resto, alors que je savais que ce resto était voué à l'échec, tout le monde m'a dit non, il faut que tu continues, il faut que tu continues. J'ai dit non, c'est pas un échec, ce n'est pas le bon moment, le bon endroit, on arrête. Et en fait, même les gens, même quand je décide d'arrêter quelque chose où tout le monde pensait que j'étais à ma place, que c'était mon univers, que c'était génial, j'ai adoré ce métier, j'ai persisté en sachant que c'était pas ça au moment. J'ai cru en moi, j'ai cru en ma décision qui était à contre-courant de tous. Et au final, je sais que pour le coup, là, j'avais raison, mais ça m'est déjà arrivé de persister, d'avoir tort et de me dire, OK, je relève, je vais sur le bon chemin et j'apprends encore. Et comment tu fais justement face à ces critiques, en fait? Et surtout quand on est neuroatypique, comme tu dis, qu'on ne comprend pas les mêmes chemins, que c'est pas compris par l'extérieur. Comment? La Est-ce que tu as critique, des astuces? Est-ce que tu as des astuces? la critique, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile parce que c'est ce qui nous rappelle qu'on est différent, si on le sait, qui nous fait comprendre qu'on ne fait pas comme tout le monde et qu'on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme les autres, et surtout pourquoi on ne peut pas être juste écouté pour qui on est. Quand on est neuroatypique, je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est une impression, moi j'ai toujours le sentiment que j'écoute les autres réellement tels qu'ils sont et qu'ils ne me rendent pas cette pareille. Alors, c'est sans doute peut-être une perception de ma part, mais ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est surtout difficile parce qu'on a ce sentiment de devoir toujours se battre pour s'exprimer. Et, et à un moment donné, quand on vieillit, c'est l'avantage d'avoir un peu de bouteille, un peu d'âge, on finit par ne plus... Enfin, on finit. Si on a bien travaillé la chose, on finit par ne plus rien en avoir à faire et même à pouvoir en rire et à pouvoir l'expliquer aux autres. Mais plus jeune, c'est vraiment délicat parce que on se sent vraiment à côté de la plaque. Et donc ces reproches, ce dont les gens n'ont pas conscience, c'est dans cette dysrégulation émotionnelle, c'est que tous ces reproches, toutes ces critiques, chez nous, c'est pas juste un petit coup de canif, quoi. C'est un énorme coup de poignard. Et donc, à force de coups de poignard, ça peut vraiment, vraiment déstabiliser les personnes. Ça peut vraiment les renfermer sur elles-mêmes, créer des gros parce qu'on là on parle de l'âge du beau côté du soleil, mais voilà, les comorbidités comme la dépression, les troubles anxieux, les addictions, tout ce genre de choses, c'est parce que certaines personnes à qui on fait beaucoup de reproches régulièrement ont du mal à assumer, ne sont pas même forcément diagnostiqués, ne savent pas réellement qui ils sont et donc ce qu'ils subissent, c'est vraiment très dur. Donc le mieux, moi, mon conseil principal, c'est de dire
arriver à ne plus avoir cure de ce qu'on vous dit. On s'en fout. Voilà, on s'en fout de ce qu'on pense de nous. De toute façon, on ne peut pas être une autre personne. C'est ça le plus dur, en fait. C'est qu'on ne peut pas être une autre personne. Bon, déjà, comme disait Winston Churchill, les autres sont déjà pris, donc voilà. Mais en plus, on peut pas être quelqu'un d'autre. On peut que être nous-mêmes. Donc, il faut vraiment apprendre à s'aimer fort, à accepter nos dérégulations émotionnelles et à accepter aussi que les autres, pardonner aux autres qu'ils ne sachent pas et qu'ils peuvent nous faire du mal, souvent avec bienveillance. Mais c'est voilà. Mais vraiment s'en foutre. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein. C'est un long chemin. Alors, du coup, Françoise, elle m'a envoyé des messages en Oui. privé. Je pense que c'était une erreur. Mais du coup, quand tu parlais de l'impression de se battre, Françoise disait, j'ai la même impression. Et elle avait une question pour toi. Est-ce que Françoise, tu vas allumer ton micro pour la poser directement à Virginie? Je t'écoute, Françoise. Bonjour tout le monde. Euh, Ma question, elle est peut-être hors sujet parce qu'on n'est pas dans l'ambition proprement dite. T'inquiète pas. Si, si, elle est en plein dans le sujet. J'ai un petit-fils qui a 10 ans. Il n'est pas encore diagnostiqué, mais il ferait partie des HPI. Et en tant que mamie, je suis émue. Ah, En mais c'est tant, normal. Hein. en tant que C'est normal. mamie, j'aimerais quelquefois pouvoir apporter quelque chose, mais ma fille me le refuse. Laisse-nous tranquilles, c'est à nous de s'en occuper. Et je voudrais savoir quelle attitude avoir. Alors, en tant que mamie, ce que tu peux faire. Ah, tu me crées des frissons, Françoise. Alors, en fait, en tant que mamie, ce que tu peux faire, c'est que pour l'instant, tu vas laisser les parents gérer leur situation comme ils en ont envie. Par contre, avec ton petit-fils, tu vas tisser un lien hyper fort. Avec lui, tu vas t'amuser, tu vas lui poser plein de questions, essayer de le comprendre à fond. Tu ne t'occupes pas de tout ce qui est diagnostic, de tout ce qui est tout ça. Laisse-le aux parents. C'est assez lourd, mais toi, tisse une super relation avec ton petit-fils. Je peux te dire que c'est ce que ma maman, elle a fait avec Gabin et c'est magique. Ils ont une relation complètement dingue tous les deux. Elle a tissé ce lien avec lui où elle a toujours écouté, toujours compris, elle est toujours partie dans ses délires, elle est toujours avec lui et aujourd'hui leur relation, elle est juste incroyable. Donc c'est vraiment, je te conseille vraiment ça, c'est tisse le lien, crée des souvenirs avec ton petit-fils HPI qui doit être vraiment génial. Intéresse-toi à tout ce à quoi il s'intéresse, va encore plus loin, offre-lui des choses par rapport à ça, des conversations et tu vas voir, ça va être génial. Et pour le reste, ça, il va grandir bien, il a des parents qui s'occupent de lui, donc voilà, crée une relation forte avec lui, ça va être très chouette. Merci. Je t'en prie. Et ça a été quoi ton plus grand défi? Alors, Et puis après, ok, Florence, elle a une question. Bah, attends, ouais. On répond après, on va répondre à la question de Florence d'abord, si c'est oui, ok. bien sûr. Vas-y, Florence, tu peux allumer ton micro, ça sera plus sympa. Bonjour, bonjour à toutes. Moi, j'ai un mari, Audrey le connaît, je pense. Pour moi, il a été diagnostiqué TDAH quand il Hmm. était très jeune. Et en C'est fait, à marrant parce l'époque, que quand je l'ai vu à Life Max, c'est ce que je me suis dit. oui, c'est ça. Du coup, quand il était jeune, en fait, on lui avait préconisé des médicaments. Ouais. Et sa maman, en fait, quand elle a vu qu'il devenait zombie, elle a Hmm. dit on arrête tout de suite. Voilà. Et lui, il le vit bien. Je ne sais même pas s'il en a vraiment conscience. Enfin, il le sait puisque c'est lui qui m'a dit qu'il avait été diagnostiqué petit. Mais en fait, pour lui, voilà, il est comme ça, puis ça le dérange pas et il fait rien pour. Enfin, en fait, moi, je voudrais l'aider Ouais. à peut-être trouver des solutions pour des fois moins subir les choses de la Oui, vie, parce que c'est vrai qu'il est tout le temps partout, il a plein d'idées. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Et des fois, il parle un peu beaucoup, mais bon, voilà, ça m'occupe. Mais je ne sais pas comment est-ce que je peux l'aider à prendre conscience de certaines choses et peut-être mettre en place certaines choses qui pourraient l'aider dans la vie, en fait. bien sûr. Alors du coup, lui, il vit de façon naturelle sa vie en tant que TDAH et il n'a pas conscience de l'impact que ça a sur les autres.
En fait, il en a conscience, je pense, mais il a tellement l'habitude de ça que lui, ça le dérange pas, on va dire. D'accord. Et toi, en fait, est-ce que toi, dans la vie au quotidien, il y a des choses qui Non, t'impactent? ça me dérange pas, mais je pense que parfois, il y a des choses qu'il pourrait faire ou que nous, on Hmm. pourrait faire pour l'aider. Parce que parfois, bah, il regrette, enfin, c'est pas qu'il Oui. regrette, mais il sent que bah, il va dans tous les sens, qu'il a du mal à focus, qu'il a du mal à. Donc, Est-ce que tu aurais un exemple concret pour En aider fait, tout le monde à bien non, comprendre? mais je vois parfaitement ce que, ce que Non, non, mais c'était Lily. aussi pour les participantes, parce que toi, du coup, comme tu sais Voilà. exactement le Oui, sujet, c'est pour que aussi les personnes qui sont parmi nous et qui ne sont oui, pas oui, bien forcément sûr. confrontées à des gens neuroatypiques au quotidien, quand nous, on y est confrontés, en fait, on sait exactement de quoi Florence veut parler. Mais bah, il finit rien. si on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui est Ouais. neuroatypique, du coup, ça peut paraître un peu flou. Est-ce que Florence, tu pourrais nous décrire une situation où Bah, là, là, tu te dis, ah putain, là, c'est vraiment son problème. ce matin, on travaille ensemble, on a une société de conciergerie, on avait une réunion avec notre gestionnaire pour faire le point parce qu'elle était en vacances pendant une semaine. Et donc, on fait le point pour lui dire un peu ce qui s'est passé et puis, du coup, lui donner toutes les actions à faire. Alors, lui, il va regarder son téléphone, il va regarder par la fenêtre, il va aller dans son bureau, il va appeler quelqu'un et puis à la fin, je lui dis, bah là, faut que. Et puis, il parle à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, il a du mal à rester focus. Et puis après, quand on en parle ensemble, il me dit, ah bah oui, mais je suis désolée. Donc, on sent que quelque part, c'est pas que ça le dérange, mais il sent qu'il est différent. Et je pense qu'en fait, il va avoir 40 ans, donc il a vécu comme ça toute sa vie, donc ça le dérange pas. Mais aujourd'hui, bah, nous, on se fait accompagner pour la société, comme vous l'avez été, plusieurs d'entre vous. Et des fois, j'ai l'impression qu'il a du mal à focus et que Hmm. du coup, il sent que ben ça va pas, quoi. Il est en décalage. Alors ça va rester toute sa vie, en Oui. fait. Euh, Désolée. Ok, bon. donc, en fait, tu peux l'aider en lui disant que tu comprends. Ça, c'est hyper important. En fait, tu comprends que il fait pas exprès, que voilà. Par exemple, pour le cas de la réunion dont tu viens de parler, nous, on a réglé la chose. C'est moi qui fais les réunions. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé, et voilà, parce que c'est trop compliqué de mener ça à deux. C'est-à-dire que moi, je devais le surveiller, faire la réunion. Il a 51, 55 ans, donc si tu veux le surveiller, et donc, par exemple, c'est prendre des décisions sur certaines choses de la vie. Par exemple, moi, je m'occupe de l'administratif, c'est moi qui gère les réunions, et ça c'est très clair en fait. Comme ça, lui, il n'a pas à se poser la question, à être impliqué dedans. Donc, il va pouvoir aller au téléphone, répondre, poser une question à côté de la plaque. C'est pas grave, en fait. Après, toute l'équipe connaît la pathologie neurologique de Julien. Et donc, en fait, on vit tous avec. Par contre, il est ultra fonceur, il prend des décisions de dingue, il achète des immeubles à je sais pas combien de millions, il fait des trucs. Moi, je ferais pas ça. Tu sais, mais en même temps, j'ai totalement confiance en ce que lui il fait, mais le reste en fait là où il va être moins bon, où il va pas finir ses tâches, où il va pas faire tout ça. Donc pour l'aider, si toi ça ne t'encombre pas ou si vous avez quelqu'un pour le faire, vous trouvez une personne qui fait ces tâches-là. Donc lui, il a sa tête, elle est pas dans ses tâches. Ok. Il n'a pas à penser ça. Ok. Ça, par exemple, voilà, pour la vie de professionnel en l'occurrence, quand on travaille ensemble, ce qui est aussi notre cas, ça c'est vraiment important. Mais des fois, ça peut être difficile parce que c'est un homme, donc son ego, il peut en prendre un coup parce qu'en même temps, il a, voilà. Et je connaissant ton mari, ça m'a pas l'air d'être le cas. Et si c'est très cadré, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé, tu vois, Mm. sans justement qu'il y ait trop de déperdition et que lui se sente mal à l'aise par rapport à ça. Mm. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a rencontré quelqu'un, un client qui est comme ça. Et lui, il m'a dit, mais il est bizarre. Je me suis dit, mais oui, en fait, il est un peu comme toi. Ah J'ai ben pas ça, osé lui dire. c'est l'histoire de mon mari avec Gabin, donc avec notre dernier, n'est-ce pas? Parce que quand il était vraiment, quand on était vraiment à la période de 5-6 ans, ça a été la période vraiment la plus critique. Qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut qu'on change notre fusil d'épaule en termes d'éducation, ça ne fonctionne pas, on est épuisé, enfin, rien ne va, rien ne fonctionne. Et j'ai facilement réussi à désamorcer les choses
En revanche, Julien, mon mari, pas du tout. Et puis, à un moment donné, il est venu voir, il m'a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui fait que... Et en fait, là, ça m'est venu, je me suis dit, mais ça fait 15 ans que je pratique ça avec toi, en fait. Ça fait 15 ans que je le pratique et donc j'ai appliqué la méthode que j'ai appliquée avec mon mari à mon fils. Et c'est comme ça que, en fait, on a mis Parce que ton mari, à toi, il a été diagnostiqué tôt. Et vraiment, 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 il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est peut-être pas avoir grand-chose avec moi, si ça, si, parce que ça fait partie de mes ambitions. Faites faire les diagnostics le plus tôt possible. N'attendez pas, ne vous dites pas, c'est pas grave, on s'en fiche et tout, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des vrais diagnostics posés pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer les mentalités. Un jour, on s'en foutra parce que tout ça, ce sera normé et accepté de tout le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment très important de poser les diagnostics. Ce n'est pas une mode, c'est pas un effet de mode, c'est pas Big Pharma qui veut vendre des médicaments, ça n'a rien à voir avec tout ça. Cette méthylphénidate, elle est très utile pour de nombreuses familles. Comme tout médicament, elle ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Mais vraiment, c'est pas du tout une mode, c'est pas du tout quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment du mal aux personnes quand elles sont pas diagnostiquées et ça peut vraiment créer beaucoup plus de problèmes. Donc voilà, ça ferait partie de mes ambitions aujourd'hui, c'est de vraiment appuyer sur le diagnostic et donc des bons diagnostics, donc qu'on ait des bons médecins aussi, des bons thérapeutes, des bons accompagnants. Ça manque cruellement. Et alors, du coup, Audrey a une question, et en fait, j'en ai une Oui. qui va juste avant celle d'Audrey. Audrey, si tu me permets. Parce que tu parles de diagnostic. Moi, j'ai jamais fait diagnostiquer mes enfants. Pourtant, Mm. ils sont HPI, HPE, et alors moi, je suis autiste Asperger aussi, et je pense, ouais, tu veux, non? C'est pas un diagnostic en fait, HPI, HPE. Oui. C'est un, en fait, comment il s'appelle ce, mince, j'ai un trou de mémoire là. Enfin bref, peu Bon, importe. Mais c'est pas un diag, c'est pas un mais trouble du oui, oui, non, bien sûr. neurodéveloppement, hein. Mais, mais du coup, enfin, tu vois, mes enfants sont pas forcément dyslexiques ou quoi, mais on Mm. m'a plusieurs fois dit autour, ah tiens, tu les as jamais fait tester ou diagnostiquer, et j'en voyais pas franchement l'intérêt, en fait. Non, alors si tu veux, en tant que si tu penses qu'ils sont HPI et que ça pose pas de problème dans leur scolarité, Ouais, c'est pas un diagnostic. En fait, quand je parle de diagnostic, je parle d'accord. des troubles du neurodéveloppement. Je parle Ok, vraiment des troubles 10, du ok. spectre de l'autisme TDAH. et du TDAH. Ok. Les HPI, les HPE, t'as pas forcément besoin de les diagnostiquer. Tu le sais. Voilà, tant que tes enfants sont pas harcelés à l'école, tant qu'ils s'ennuient pas à l'école, qu'ils sont nourris par leur environnement et que tout va bien, il n'y a pas besoin de savoir, c'est un test de QI, voilà. Tu n'as pas besoin de savoir si tu as 120, 130, 150, Bien sûr. 170 de QI, tu Euh, vois, c'est pas Et puis, en fait, nécessaire. on sait, je pense qu'aussi, on a l'entourage. Ils s'ennuient pas à l'école parce qu'on a des super maîtresses. Voilà, Surtout, si vous parce que avez un super sont environnement, toutes adaptées, si tu veux, à nos enfants. Donc, voilà. du coup, elles se sont adaptées, donc elles leur font faire des choses en plus. Ça c'est génial parce que ça, Voilà. c'est Pour très, qu'en très fait, ils rare, ne tu vois. s'ennuient pas. Donc, c'est une petite école de village et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais Voilà. ressenti. Tant qu'il est Ah, nourri, c'était tu vois, ma je veux dire, question. moi, j'ai des amis qui ont des enfants aussi HPI, voilà, qui pendant longtemps n'ont pas diagnostiqué, sauf qu'à un moment donné, il y a eu des couacs à l'école, voilà, et donc là, c'est bien d'avoir le diagnostic pour pouvoir ajuster, pour pouvoir aussi, parce que quand vous avez des maîtresses ou des professeurs qui sont cool, qui s'adaptent et tout, vous vous en fichez du diagnostic en soi. Quand ça fonctionne pas, il faut que vous puissiez quand même avoir, quand c'est écrit sur un papier, notifié, certifié par un médecin, ben, là forcément, et encore, ça peut quand même moins être contesté. Moi, le TDAH notamment est encore très très contesté dans les écoles notamment, et dans certaines franges de la psychanalyse, mais bon voilà. Et Mais Audrey, le mieux, c'est si vous pouvez, bien entendu, si ça ne pose aucun problème dans la vie de vos enfants, ce n'est pas du tout une obligation. Voilà. Mais je dis que souvent les gens ne veulent pas diagnostiquer parce que ça stigmatise. Donc c'est plutôt ah pour oui, cette d'accord. raison-là. Dans ce Tu sens-là, ok. vois, en fait, Ok. il y a des gens qui disent, ah mais non, mais comme ça, il est comme tout le monde, moi ça me va très bien, sauf que le gamin il souffre quoi. Hmm. Parce que lui il sent qu'il n'est pas comme tout Il le sent monde. qu'il n'est pas comme tout le monde, bien sûr. Voilà. Ok. Et alors, Audrey avait une question. Oui, Audrey, je Ouais, t'écoute. moi j'ai une question parce que bah, moi, mon fils, il a 9 ans et Oui. je viens de le diagnostiquer. Enfin, non, c'est pas moi, mais je viens de faire tous les bilans pour le diagnostic. Donc, il me manque le rendez-vous chez le neuropsy
Non, chez le pédopsie. Neuropédiatre? Parce que il a fait tous les tests, donc ils disent oui, il est TDA, mais il faut que ce soit un médecin qui le dise. Oui, c'est ça, le neuropédiatre, le Voilà, neuropsychiatre. neuropédiatre. Donc voilà. Et bon, c'est bien, j'ai le diagnostic. Ah oui. Et la question, c'est Et maintenant, après? et après, je fais quoi? Parce que bon, bien entendu, il a de l'orthophonie. Mhm. Là, elle m'a dit aussi de faire un peu de psychomote parce que faut que je l'aide à faire des trois petites choses. Ouais, Moi, enfin, moi, je l'accompagne au mieux. Je sais que comme il y a souvent un manque de confiance, j'essaye de pas justement dire tout le temps Basile, Basile, parce qu'il s'appelle Basile. Comme tu dis, j'ai beaucoup entendu Gabin, Gabin, Gabin. Bah, moi, c'est Basile. Voilà. Bon, ça, c'est pas du tout le cas avec son père qui a du mal et qui je pense qu'il a du mal à comprendre que en fait, il fonctionne pas sur le même schéma que lui. Je veux dire que lui, parce que moi, je sais pas. Je pense pas être TDA. Je sais pas. Donc, il faudrait que je fasse le test. Mais en fait, je le comprends plus que mon mari. Et donc, je ouais. l'accompagne, je l'écoute. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'aider? Voilà. Ben, déjà, l'écouter et le comprendre, c'est voilà. Ce qui est très important pour un enfant qui a un trouble du TDAH, c'est qu'il d'appuyer, d'accentuer sur ses réussites. C'est-à-dire que quand on a des enfants qui ont des difficultés ou qui font des choses pas comme les autres, on a tendance à dire non mais tu devrais faire comme ça ou fais encore un petit effort ou voilà. Donc il faut oublier ce type de vocabulaire pour en fait s'appuyer essentiellement sur les réussites. Donc tout ce qu'il fait bien. En fait, faire plus De de ce ce qu'il que fait. fait bien, de ce qu'il fait bien, et est vraiment accentuer, n'est-ce pas? C'est une phrase de notre mentor, faire plus de ce qui, de ce qui marche bien, et de l'accentuer vraiment, 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 pour que, en fait, lui, il construise sa confiance sur ce qu'il fait bien. Parce que, en général, ce qui leur abaisse leur estime et leur confiance, c'est parce que, à longueur de journée, en fait, je crois que statistiquement, on reçoit en tant que TDAH 70 à 80% d'éléments négatifs qu'on nous envoie par rapport aux neurotypiques. Donc, c'est-à-dire que dans une journée, tu reçois 80% de plus de tu fais pas ça bien, notamment quand tu es à l'école, non, t'as pas fini, blablabli, blablabla, enfin, toutes ces choses, voilà, où reviens par là, regarde, écoute, sois attentif, tu pourrais faire un effort. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont multipliées. Donc, vraiment, accentuer un max, mais il faut faire des caisses sur ce qui fait bien. Parce que, en fait, comme ça lui donnera du sens et ça lui donnera l'envie et le savoir-faire de ce qu'il faut reproduire bien. Donc, quand il fait quelque chose de bien, même s'il a fait que des trucs nuls toute la journée, je caricature un peu, Ouais, donc, des fois, c'est ça. se souvenir parce que souvent les mamans elles me disent oui mais moi j'en ai marre, je vois rien de bien. Je leur dis non, c'est pas possible. C'est parce que tu ne regardes que là où ça fonctionne pas. Donc vraiment, et puis pour les papas, ça met plus de temps Mais du coup, à être il y accepté. en a que un sur les deux qui l'encourage. C'est pas. Alors il faut En lui fait, vraiment, expliquer mon juste, mari, des fois, je lui dis, mais en fait, la seule chose que tu fais à ton fils, c'est des reproches sans arrêt, quoi. ouais, ouais. En fait, Et c'est moi, je souvent plus dur l'entends. pour Donc, les moi, hommes. ça me choque, quoi. Enfin, Ouais. après, j'interviens plus parce qu'au début, j'intervenais en disant, arrête de faire ça parce que ça commençait à mettre un froid entre nous parce qu'il dit, Oui, tu es oui, puis c'est en pas train de bien me devant. reprendre. Donc, je le dis plus. Me dis, maintenant, je me dis, Audrey, ouais, tu passes outre, mais c'est quand même. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies des conversations avec ton fils pour lui Mhm. expliquer que parce que papa il comprend pas bien et tout, etc. Mais que c'est plutôt de l'amour hein, la plupart du temps. C'est très Oui, oui, bah, maladroit c'est ça, hein. les hommes, tu vois. Donc c'est une façon maladroite de l'aimer. Donc il faut que tu lui expliques ça et que tu discutes aussi, mais pas devant ton fils, pas devant Basile, mais avec ton mari, que tu discutes, que petit à petit tu l'amènes vers la psychoéducation parce qu'en fait c'est ce qui est très intéressant. Et là, Mm. ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne donc les mamans des enfants neuroatypiques à avancer justement sereinement sur leur chemin de parentalité atypique parce que, en gros, ça s'apprend. Il y a maintenant des théories, il y a des choses à faire, à comprendre. Et donc, ça s'apprend de pouvoir parcourir sa vie de maman neuroatypique et d'enfant neuroatypique sereinement. Et du coup, c'est vraiment important. Toi, tu dois t'intéresser à ton enfant. Au début, en fait, on est
très, très, très préoccupés par l'enfant. C'est le démarrage après le diagnostic. Et en fait, après, il faut un peu s'en extraire pour essayer de bien comprendre et ramener une nouvelle façon d'être aussi soi, de compréhension des troubles, de compréhension de l'enfant. Parce qu'en fait, comme je le disais avant, chaque personnalité TDAH est différente. Donc, ton fils ne va pas ressembler au mien, ne va pas ressembler à mon autre. Mes deux fils, ils sont totalement opposés. Et pourtant, ils sont tous les deux TDAH. Et c'est rien à voir dans le caractère. Et en fait, c'est parce que c'est une personnalité indépendante avec son trouble. Et du coup, il faut vraiment que plus tu connaîtras ton fils, mais vraiment pour ce qu'il est, pas pour ce que tu as envie qu'il soit, pour tes peurs, tes angoisses, tu vois, toutes les choses de maman hein, qu'on a, on les a toutes, hein, tu vois, mais vraiment pour qui il est. Donc, savoir l'écouter lui-même et entendre tout ce qu'il a à dire parce que ses enfants et ces personnalités-là, souvent, elles ont énormément de choses à dire. Et comme c'est très brouillon, très mal dit, elles sont très mal entendues. D'accord. Donc Ok. ça, c'est important, voilà, d'apprendre vraiment à bien le comprendre pour que tu puisses l'aider à canaliser tout ce qu'il va avoir à faire. Et il a 9 ans, et là, il est sur le chemin, et il est diagnostiqué, c'est parfait, la route, c'est nickel. Ça va être plus tendu avec ton mari parce que lui, il a plus d'angoisse, il a plus de peur, plus de croyances, sans doute, sur l'éducation, sur le comportement, sur tout un tas de choses. Oui, oui. Mais, voilà. Mais ça se travaille aussi. Ça va, il a été dans la même team que nous tous, donc il a eu Ah, raison. voilà, donc... Ça va, on va y arriver. Et après, si tu me permets, Virginie, je rajoute un petit truc parce que Oui, moi, au centre équestre, j'ai accompagné pendant des années des enfants, enfin encore aujourd'hui, et j'avais beaucoup de mamans. Alors moi, j'accompagne pas les mamans sur ce sujet, mais j'avais les mamans qui m'amenaient leurs enfants pour que j'aide leurs enfants qui étaient en perte de confiance ou quoi. Et un truc, alors que en fait, j'ai testé plein de trucs avec tellement d'enfants que ça m'a permis d'essayer plein de trucs. Un truc qui marche super bien avec ces enfants-là, c'est aussi de faire un rituel de célébration de l'échec. Et en fait, de valoriser tellement l'échec qu'ils ont envie de se tromper et que en fait, l'échec devient un levier de confiance. Et exactement. donc, on cherchait toutes les solutions possibles pour se tromper. Et à chaque fois qu'ils se trompaient, on faisait la joie, enfin, tu vois, une danse de la joie ou des choses comme ça. Et ça a vachement. Enfin, moi, je sais que j'ai des enfants qui sont arrivés neuroatypiques vraiment où les parents ou les grands-parents me les emmenaient mais étaient lessivés, on pouvait plus. Alors la première séance c'était très challenging hein, pour nous forcément et puis bah c'est un nouveau cadre, ils testent aussi, ils veulent chercher. Euh, L'avantage c'est que là nous en plus on a l'animal qui fait en médiation. Euh, mais en fait ce truc-là a vraiment aidé beaucoup d'enfants qui finalement étaient en perte de confiance ou alors prenaient beaucoup de place mais par manque d'estime aussi. Et du coup ça, une fois qu'ils avaient célébré les échecs et bah, ça faisait un enfant qui était hyper posé et calme. Et du coup, finalement, plus concentré, plus focus. Et que les parents, des fois, j'ai eu des parents qui me pleuraient dans les bras en me disant, ah, mais je pensais pas que mon enfant était capable de faire ça. Parce qu'en fait, on avait enlevé la pression et du parent. T'as Et raison. voilà, donc je partage le petit truc parce que j'ai mis quelques années à trouver ça. Et je sais que voilà, ça marche. Enfin, en tout La cas, peur de l'échec, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très douloureux pour les enfants qui ont ce type de trouble. Tout à et fait. pour les adultes aussi, hein, en vrai. On est Et pour beaucoup, les adultes, on est encore tellement plus. culpabilisés et puis surtout les. Encore plus les adultes, hein. Donc, C'est vraiment... Donc, nous aussi, on peut célébrer. Avec Audrey, on a un petit rituel. On célèbre nos victoires. On appelle ça une Georgette parce que je me suis acheté une petite plante que j'ai appelée Georgette. Donc maintenant, on célèbre nos Georgettes. Mais on pourrait se faire aussi un petit Mais rituel oui, de célébration de je me suis plantée. Ça nous déculpabiliserait peut-être pas mal aussi. Je fais les victoires avec, en famille le soir. Je dis, ça allez, c'est c'est vachement les bien. 3 victoires d'aujourd'hui. C'est quoi vos 3 moments positifs? Et Ça c'est super. C'est ah, très ils important adorent. de faire le rituel avec les enfants, des victoires, et surtout avec les enfants TDAH, parce que, enfin, et même avec les adultes, hein, je sais pas pour Florence, mais moi je sais qu'ils ont tendance à ne voir que ce qu'ils ont mal fait. C'est-à-dire Bah qu'à oui, un moment donné, c'est terrible pour voilà. Donc moi je les oblige à me dire ce qu'ils ont bien fait et à réfléchir à ce qu'ils ont bien fait. c'est ça. Trop bien. Et il y a Jessica qui partageait dans le chat, je suis dyslexique et haut potentiel ainsi que mon fils. Un livre qui m'a aidé à comprendre le fonctionnement des gens, c'est Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Je vous invite à le lire. Je pense Merci. trop, ouais, il est top. Il est top. Et d'ailleurs, alors moi je partage une émission
avec une émission sur YouTube avec un duo mère et fils de HPI qui s'appelle Pablo et Isabelle Jeanpère. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, pour les HPI, ils ont écrit un livre qui est best-seller qui s'appelle Les 80 questions auxquelles on ne vous a jamais répondu ou voilà, qui est vraiment très très sympa. Et oui, le HPI, c'est aussi quelque chose en termes d'émotion, en termes de vivre les choses qui est très très fort et qui est aussi dans des ressentis qui peuvent être très difficiles et dans des relations aux autres parce que les autres, et notamment à l'école, peuvent être très méchants avec les enfants qui ont un haut potentiel intellectuel. Et ça, c'est extrêmement ridicule et le harcèlement est vraiment souvent lié, enfin, intrinsèquement, il y a beaucoup de relations entre le HPI et le harcèlement. Et ça, c'est vraiment dur, je trouve. Parce que les TDAH, ils ne se laissent pas trop faire. Ils peuvent être impulsifs et voilà, leur hyperactivité, mais quand on est HPI, des fois, ça peut être plus difficile. Et si tu avais un message, du coup, pour les femmes qui sont parmi nous aujourd'hui, euh, pour vraiment des femmes qui veulent aller réaliser leurs rêves, qui ont de l'ambition, euh, mais on ne sait pas toujours comment faire, on n'a pas toujours le bon entourage non plus pour nous porter. Mm. Euh, Ça serait quoi ton message d'espoir pour y aller, quoi? Bah, en fait, si vraiment les femmes sont frustrées de ne pas vivre leur vie, en tout cas entrepreneuriale, si elles ont envie de le faire, je comprends que ce soit difficile. Je me dis qu'au début, en fait, on sait pas en fait réellement. Moi, je dirais, allez vraiment voir la passion au fond de soi. Rechercher la passion, qu'est-ce qui nous est vibré quand on était petite fille, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, de réaliser, et de se demander si effectivement on n'a pas réalisé cela, est-ce que ça va nous coûter quelque chose dans notre vie, ou bien si c'est OK parce que je peux vivre ma passion en étant dans une association, en m'occupant d'autres personnes autour de moi, en faisant, voilà, je veux dire, être dans l'esprit, si vraiment on se sent frustré de quelque chose, c'est vraiment dommage de ne pas y aller et de ne pas rechercher à savoir comment je peux y aller. Alors aujourd'hui, il y a tellement de façons chouettes sur les réseaux de trouver des réponses, de trouver des gens qui ont peut-être déjà parcouru ce chemin. Vraiment, allez-y, mais déjà, demandez-vous vraiment ce qui vous passionne et est-ce que vous avez vraiment quelque chose que vous avez chevillé au corps et que vous avez envie de réaliser. Ça, c'est vraiment hyper important. Et ça va vous porter pour avancer plus loin, pour vous poser la question de savoir si oui, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire cette chose-là, j'ai envie de réaliser ce rêve-là, ou bien non, je vais le faire autrement et je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation, on peut être très bien ambitieuse et ne pas être entrepreneur. Ça n'a pas on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour être ambitieux, enfin, à mon sens. Voilà. Mais il faut vraiment se reposer la question de la passion. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai reconnecté à mon envie de créer vraiment quelque chose pour moi, de créer cette nouvelle société, de créer cet accompagnement pour les mamans. C'est parce que je suis allée puiser dans ma passion et je me suis dit, là il manque un truc. Et que tu n'as pas fait quelque chose pour toi réellement, que tu as envie de donner aux autres. C'est comme ça que je pense qu'il faut se poser la question. Posez-vous des bonnes questions et ne vous faites pas de reproches de j'ai fait, j'ai pas fait. Posez-vous les questions au fond de vos tripes, dans votre cœur, pour savoir où vous avez envie d'aller. C'est magnifique. Et il y avait Nadine qui avait une question pour toi. Est-ce que tu veux la poser directement, Nadine, du coup? Oui, j'ai une fille de 26 ans qui, par rapport à à l'éducation, c'était pas simple du tout. Ça ressemble à ce que vous dites, sauf qu'elle n'a jamais été diagnostiquée. Et donc, maintenant, de ses 26 ans, elle sait faire beaucoup de choses, sauf qu'elle est, en fin de compte, elle sait tellement faire plein de choses qu'elle n'a pas, elle est coincée, elle ne sait pas quoi faire. Et D'accord. je ne sais pas si c'est en rapport avec ça ou pas. Donc moi, je lui dis qu'elle a beaucoup de potentiel, mais elle est bloquée. Là, elle est bloquée en ce moment. Elle ne sait pas du tout quoi faire. Oui, depuis l'âge de... Non, enfin non, ça depuis plusieurs années. Alors je sais D'accord. pas en rapport avec ça.
Est-ce que ça peut, enfin, bien qu'elle ne le Ah, demande pas d'être diagnostiquée, hein, c'est parce que c'est ce jour-là que je pense oui, à oui, ça. oui, oui, bien sûr. Mais ça peut poser effectivement un problème parce que en gros, elle a plein de choses de peut-être en elle et elle n'arrive pas à rationaliser, à planifier, à s'organiser pour trouver la voie qui lui conviendrait. Donc oui, effectivement, ça peut, parce que donc ce trouble-là, il impacte la dysrégulation émotionnelle, mais aussi les fonctions exécutives. Et donc les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est la rationalisation, l'organisation, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. On a souvent du mal ou commencer une tâche, la terminer. Donc, des fois, vous avez plein de gens touche à tout qui vont commencer des études, pas les terminer, qui vont. Voilà, c'est vraiment. Et en fait, avoir une culture énorme et finalement ne pas exactement savoir où aller. Alors, peut-être que votre fille, Nadine, elle a une fibre entrepreneuriale et elle se sent peut-être pas la capacité de travailler pour quelqu'un, d'avoir des horaires fixes. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça qui lui pose certains soucis. Il faudrait creuser plutôt que de chercher à savoir ce qu'elle veut faire, creuser pour savoir qui elle est et où elle aimerait aller. Mais par rapport à ça, ben, c'est ce que j'essaye depuis enfin depuis longtemps, et j'avance pas beaucoup. Et c'est Ok. pour ça que si vous avez un conseil, Bah, soit effectivement, voir, elle se sent différente, oui, elle est différente, oui, 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 et elle l'exprime elle-même. ben, elle est pas, elle est rarement à sa place. Ok, bon. Alors, je dirais que la première chose, c'est effectivement de lui dire que peut-être il y a un diagnostic qui pourrait être posé, si elle est ouverte à entendre ça, si vos relations sont suffisamment ouvertes par rapport à ça, parce que des fois, je sais que du coup, quand on est jeune adulte, on peut être un peu fâché avec ses parents parce qu'on a l'impression qu'ils se mêlent de tout, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut voir avec elle, peut-être petit à petit lui amener sur les réseaux, il y a une femme qui s'appelle Shayna Benz, qui est vraiment, elle est formidable, cette femme. C'est une jeune femme d'une quarantaine d'années qui a été diagnostiquée assez tard et qui est très, très, très douée et qui a vraiment une super aura par rapport à ça. Peut-être lui proposer, lui dire, ah bah tiens, j'ai vu cette femme sur les réseaux, regarde, elle m'a fait penser à toi. Enfin, trouver peut-être des façons de la faire aller vers quelque chose où elle a sans doute, si elle est TDAH, par exemple, euh, elle a sans doute beaucoup de choses, beaucoup d'envie et pas la capacité de les réaliser. Et du coup, ces deux choses mises ensemble font que, en gros, on est paralysé. Il y a une forme de paralysie aussi. Alors, ça, c'est vraiment si on rentre dans les sujets plus profonds, une forme de paralysie et d'auto-sabotage qui peut arriver. Et donc, en fait, on va s'auto-saboter continuellement. On va commencer des choses qu'on va pas finir, ou alors on va faire des choses beaucoup trop ambitieuses pour nous. Donc, voilà. Et aussi, on peut être paralysé. Et donc, cette paralysie, ça amène à une forme de procrastination. Et c'est clair que quand on se connaît pas, on sait pas vraiment ce que c'est. Puis si on a un bon entourage comme Nadine, qui est une super maman, qui va essayer de l'aider, de l'accompagner et tout, eh bien, elle va rester bien au chaud, pas bouger, comme ça va la rassurer, parce que être à l'extérieur, ça fait peut-être un peu peur, on va pas me comprendre, on va moins m'écouter que ma maman, alors je préfère me disputer avec ma maman mais être en sécurité chez elle. Donc voilà, peut-être essayer de l'amener à lui dire que effectivement, il y a peut-être des choses à voir et que vous l'aimez énormément et que vous avez vraiment envie de l'aider, quoi. Vous êtes là pour l'aider et pas pour l'enquiquiner, comme toute maman, et que si ça a 26 ans ou à 6 ans, on peut accompagner ses enfants parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé eux la solution. Et puis vous, aujourd'hui, vous avez peut-être dénoué quelque chose dont vous n'aviez jamais entendu parler avant. Et comme j'ai dit avant, les filles, c'est beaucoup plus difficilement décelable. Mhm. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir, j'espère que ça va aller. Mm.
Et puis il y a Valérie qui était en conférence avec nous hier soir. Alors, en fait, le Wi-Fi au Maroc est très instable, donc le Wi-Fi ne fonctionne plus. Donc, elle peut pas être avec nous, mais elle m'a fait un partage par WhatsApp. Et ça résonne exactement avec ce que tu dis, Nadine. Elle me disait, alors je vais lire son message, parce qu'elle aurait aimé intervenir, en fait. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait que je fasse le partage pour elle. Et elle dit, je dis que les mamans d'aujourd'hui ont beaucoup de chance d'écouter ce style de conférence. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai mis des mots dessus pour nous tous. Mon fils vient juste de se faire diagnostiquer à 30 ans. Et pourtant, il est HPI et TDAH, TDAI, pardon, inattention. Il voit bien qu'il n'est pas comme les autres. Sa fille, elle est HPE, et donc bravo pour ce partage. Et elle disait, ma fille HPE a failli se faire traiter pour bipolarité, donc attention à C'est ça. ça. Et son neveu dyslexique gaucher TDAH est sorti du système scolaire à 16 ans. Et un jour, il comprenait pas ce qu'il faisait là-bas. Et il commence toujours à voir un peu mieux son avenir depuis peu. Et il a 29 ans. Et son C'est ça. fils, il a bac+10 et il n'arrive pas à décrocher un job parce que on lui dit qu'il est trop. Mm. Voilà. Et en posant des diagnostics, et bah, du coup, ça leur permet en tout cas de mieux se comprendre et d'avoir une voix qui leur permet. Et voilà, et Au Valérie, moins, avec le diagnostic, bon, maintenant, voilà, c'est des diagnostics tardifs pour Valérie, mais au moins, ça va aider, ça va avancer. Alors après, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays, ils adorent les TDAH et les dyslexiques parce qu'ils savent qu'ils raisonnent différemment, qu'ils vont bosser 2 fois plus que les autres. Alors, ça va être un peu plus brouillon, il faudra peut-être être plus derrière eux, mais en tout cas, en termes de masse de travail et de réflexion et d'idées, parce que souvent on dit que les entrepreneurs, ce que disait avant Cassandre, c'est parce qu'aussi, quand on a un TDAH, quand on est HPI ou quand on est différent, en fait, on ne s'arrête pas à ah oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. En fait, on n'a pas l'habitude de ça. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais réussi, parce que quand on nous a dit c'était comme ça, bah nous, on savait bien que c'était pas comme ça, parce qu'on a dû faire autrement. Donc en fait, le c'est comme ça et c'est pas autrement, ça marche pas pour nous. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a toujours un c'est autrement ailleurs. Donc on ne s'arrête pas à ça. Et donc ça, c'est génial, parce que ce sont, voilà, les gens, ce sont des gens qui sont des rois des solutions, qui sont toujours là à te dire mais non, on va trouver une solution à ce problème, mais non, mais regarde, il y a ci, il y a ça. Et donc, ça fait en fait une chose qui est très importante. C'est pour ça que je trouve que de faire le match entre ces deux mondes, c'est très important aujourd'hui. C'est plus difficile parce que le monde est ultra normé. En tout cas, là, en tout cas en France, mais c'est important parce que justement ces solutions-là, elles font avancer les autres. Et voilà, donc tous ces gens qui ont inventé plein de choses, on sait que ce sont des cerveaux différents. Et on ne parle pas forcément de ça, mais voilà, on sait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est hyper important de le savoir. Et c'est pas facile. Il faut bien comprendre que ce n'est pas facile. Les personnes pensent que parce que tu es HPI, c'est facile. Ce n'est pas facile. Il n'y a rien de facile en fait. C'est juste une adaptation. c'est bon. Et Virginie, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, virginie.10. Vous pouvez retrouver, j'ai mon compte Instagram. J'ai une émission sur YouTube tous les 15 jours qui s'appelle Au-delà du potentiel, avec donc Pablo et Isabelle. Samedi qui vient à 10 heures, j'organise une conférence encore donc à l'attention des mamans d'enfants neuroatypiques. L'idée, c'est qu'on discute de sérénité, que je donne des astuces, que je raconte encore un peu plus mon histoire pour pouvoir en fait aider les mamans à avancer. Et j'ai également un programme d'accompagnement pour les mamans que je propose en cohorte là à partir du 22 janvier et sinon que vous pouvez trouver dans mon Linktree sur Instagram. Voilà. Et bientôt un podcast. C'est le premier trimestre 2025 podcast je vais parler avec d'autres, moi et d'autres de tout ça pour pouvoir vraiment développer un maximum. Surtout que les neurosciences, elles sont en pleine ébullition, en pleine effervescence. Donc, je me dis que j'ai une chance inouïe d'être dans cette mouvance. Et je suis hyper contente. Voilà, même si c'est à 50 ans, c'est pas grave. C'est c'est le moment c'est le moment pour moi en tout cas de pouvoir faire profiter de nos atypies à tout le monde, d'être trop présente, trop parler. Tu prends trop de place. Ah là là, mon Dieu, j'en fais trop. Mais Je c'est suis bien, trop quand on fort. pense trop. Ça nous permet de créer des choses.
Mais oui, et de toute façon, on ne peut pas trop se changer. On peut faire attention, effectivement, pas écraser les autres et pas non plus être des bulldozers et voilà. Mais l'idée c'est de pouvoir exprimer son trop à des personnes qui ont aussi envie de le recevoir. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin aussi d'entendre tout ça. Et bah, super. Et bah, merci infiniment, Virginie. Merci à vous. De toute façon, on te retrouve demain soir pour la Demain soir, oui, à 20h, je serai Ah, là également. c'est le but de ce livre, hein. Tu as le droit d'être Ouais, dur, tu as le droit de prendre waouh. ta place, tu as le droit d'être trop, tu Ah, as le super. droit d'être égoïste. Non, non, ça, c'est pas possible. Ah, On est si, tellement altruiste. ah, Quand on non, est neuroatypique, l'égoïsme, on a le sentiment que ce sont des personnalités égoïstes, mais c'est totalement le contraire, en fait. c'est ça. Non, mais à un moment, je le marque dans le livre qu'on a le droit d'être un égoïsme altruiste et de ne pas faire que donner. On a aussi le droit de penser à nous des fois. Sans culpabiliser, parce qu'on en parlait avec Patricia plutôt, Hmm. toujours Ah oui, oui, on a le droit de prendre des moments pour nous aussi, sans culpabiliser. Donc, euh, donc voilà, ça va être super. Et puis, bah, dans tous les cas, on se retrouve aussi ce soir avec Audrey. On va oui, parler de à quel point nos espaces et l'aménagement de nos espaces peuvent influencer sur notre bien-être, notre santé. Et pour laisser justement tous ces cerveaux incroyables rêver, on a besoin d'espaces incroyables. exactement, exactement. Voilà, donc on va aborder ça. Mais en tout cas, merci infiniment Virginie pour ce partage Merci à hyper vous. inspirant et qui va vraiment beaucoup aider. Et Génial. puis, bah, de toute façon, on se retrouve très vite. Ouais. Mais oui, venez demain soir, venez ce soir encore, et puis ben, nous, voilà, vous pouvez continuer à venir me retrouver sur mes espaces avec grand plaisir et faire circuler l'information. Et bah, c'est ce qu'on fera. Super. Et ben, merci beaucoup, merci à toutes, bon après-midi, et puis à ce soir. Bye, à ce soir. À ce soir.